Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la chaux du Chavanon, puisqu'il y avait plusieurs fours à chaux sur chaque versant du Chavanon. On va aller voir tout ça. Donc j'ai replacé sur une carte IGN à peu près tous les points où il y avait de la chaux autour du Chavanon. Donc on va commencer en Corrèze avec les fours à chaux de Gioux, les plus importants. Ensuite les fours à chaux de la Barricade. Ceux de Savenne, donc là on passe dans le Puy-de-Dôme. Ensuite on ira sur ceux de Fay, toujours sur la commune de Savenne. Et ensuite on ira sur ceux du Mas, commune de Messé, où on va déborder un peu sur ceux de Ruère. Et ensuite on va finir vers les Côtes Blanches où il y avait une zone d'extraction. Alors au niveau des couleurs, j'ai mis en mauve les fours à chaux, en rouge les restes de bâtiments, en noir les galeries, et en jaune les zones d'extraction que je n'ai pas toutes mises. Donc nous voilà partis sur les fours à chaux de Gioux, la Barricade et Savenne. Et je vais m'attarder notamment sur Gioux et Savenne où les fours étaient plus récents et plus importants, où je vais donner un peu plus de détails. Alors là je me trouve à côté du Chavanon, qui est juste derrière la piste là. Donc cette piste c'est l'ancienne ligne de chemin de fer de Bord-les-Orgues à Aigurande-Merline. Et alors là, on se trouve près des fours à chaux de Gioux que je vais essayer de filmer. Alors je dis bien essayer de filmer parce qu'ils sont quand même beaucoup dans les branches. Et on se trouve là à 2 pas aussi de la gare de Savenne qui est plus par là-bas. Donc voilà les vestiges des fours à chaux de Gioux. Donc on voit encore une grande muraille, partiellement parce qu'il y a les branches devant. Donc cette muraille fait à peu près une trentaine de mètres de long et elle abrite 7 fours. Donc je vais essayer de m'approcher un peu pour essayer de filmer les fours de plus près. Alors là, quand on avance un peu plus, on arrive à distinguer un petit peu le mur derrière les arbres aussi. Alors là, je me suis approché d'un four. Voilà, c'est une voûte bâtie à l'intérieur en briques réfractaires. Alors là, je me suis approché d'un autre four. On voit mieux les briques réfractaires. Et on voit aussi un espèce de tube métallique qui est descendu au fond là. Alors en voilà un autre là. Donc celui-là il est presque bouché complètement. En voilà encore un autre. Donc là on voit un peu la muraille. Quand même il n'y a pas trop de feuilles là. On arrive à voir. Et en voilà encore un autre. Alors le banc de calcaire ferait 2 km de long. Il partirait de Savenne du côté Puy-de-Dôme et il irait jusqu'à Saint-Étienne-au-Clos côté Corrèze. Et donc il passe par Gioux sur la commune de Merline. C'est là où on se trouve actuellement. Alors ce banc de calcaire fait à peu près jusqu'à 80 mètres de haut par endroit. Il contient 93% de chaux pure. Alors à savoir aussi qu'en 1860, le juge de la paix Montcourrier du Léry, qui habitait à Fache-Brunet, commune de Fay, a testé les bienfaits de la chaux sur ses terres agricoles. Donc ils se sont aperçus que ça poussait mieux quand le terrain était moins acide, du fait de la chaux. Alors en 1877, les fours étaient exploités par quelques propriétaires de Gioux. Et alors en 1884, ils ont créé la compagnie des fours à chaux de Gioux. Il y avait 5 fours et ils sortaient 5000 tonnes. Et 4 ans plus tard, il y avait 7 fours. Il y avait 30 ouvriers en hiver et 50 en été. Et les fours à chaux ont cessé de fumer définitivement en 1957. Alors là, devant les fours à chaux qui sont derrière les branches, là, il y a une espèce de quai, là. Donc je pense que c'est là qu'ils chargeaient directement sur le train. Le train devait passer à mes pieds, ici, là. Et alors, il y avait même sur le quai, quand j'étais jeune, une bascule pour peser la chaux.
Voilà une photo où il doit y avoir encore les restes de cette fameuse bascule dont je parlais là. Alors quand ils ont commencé à exploiter, forcément il y avait que les tombereaux à vaches ou les dos de mulets pour porter la chaux, donc ils en extrayaient pas énormément. Après, je pense que quand le chemin de fer est arrivé en 1882, ça a dû bien booster les choses là. Et alors je pense que quand la ligne de chemin de fer a été noyée, qu'ils ont supprimé la ligne de chemin de fer, qui a été noyée avec le barrage de bord, là ça a dû décliner certainement. Je crois que la ligne a été noyée en 1952 et donc les fours ont fermé en 57. Il y a peut-être aussi les grosses carrières de Ghana et de Terrasson qui ont rien arrangé, qui ont fait concurrence. Donc là, je suis passé derrière les fours et on voit là qu'il y a un reste de pilier en béton, un gros pilier en béton qui servait à soutenir la passerelle qui allait de là-haut où on voit la crête derrière les branches jusqu'en haut des fours de ce côté. Donc voilà la muraille des fours à chaux, vue de derrière. Enfin, ce qu'on peut voir avec les branches, quoi. En continuant là, le sentier un tout petit peu plus loin, il y a l'entrée d'une galerie. Une galerie qui a l'air assez récente. Alors là, pas longtemps avant d'arriver à la galerie, on voit un peu le mur aussi, là, il n'y a pas trop de branches. Donc voilà l'entrée de la dernière galerie exploitée, certainement. Donc là, il y a une grille, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. De toute façon, c'est dangereux, ça s'écroule. Alors derrière cette entrée, quelqu'un m'aurait dit qu'il y aurait peut-être 800 mètres de galerie. Mais ça serait à confirmer avec une exploration, à condition de ne pas tomber sur des éboulis, quoi. Alors un petit peu plus à droite des fours et un tout petit peu plus haut, il y a une espèce d'entrée qui a l'air d'être bouchée, là. Comme si ça avait été muré. Donc ça, je ne sais pas du tout si c'est une ancienne galerie ou si c'est peut-être la poudrière, j'en sais rien. Alors là, je suis monté en haut des fours à chaux. Il y a une petite zone plate là, mais pas grande du tout. Et là, il y aurait comme un bout de construction là, un mur. Et juste à côté, là, il y aurait une tranchée qu'ils ont creusée à ciel ouvert là. Peut-être une entrée de galerie là aussi. Alors là, quand on est sur cette petite zone plate, ça fait comme un petit chemin qu'ils ont taillé là dans la pente, qui est à 50 ou 60%, ça descend raide là, du côté de Jiu. Et là, on trouve quand même quelques vestiges de rails de wagonnets de mines, qui sont bien pourris, bien malades. Il y a même une espèce de plaque tournante là pour les wagonnets, encore. Alors là, quand on suit cette espèce de sentier, on voit par endroits encore les rails de wagonnets qui sont encore posés au sol, là, à leur place. Donc là, on doit être à peu près au-dessus des fours à chaux, là. Voilà, j'ai dégagé un peu plus la plaque tournante pour qu'on la voit mieux, là. Alors quand on monte encore plus haut dans la côte, tout à l'heure j'étais en bas, là, il y a l'autre tranchée qu'on aperçoit au centre. Encore une autre petite zone plate ici, avec une tranchée énorme là ce coup-ci. Hein. On la voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais là ils ont fait un gros trou. Hein. C'est large, là ça fait comme une vallée. Alors quand on prend le sentier qui part de la gare de Savaigne et qui remonte sur le plateau de Jiu, par ici là on voit la grosse tranchée où on était en bas tout à l'heure, qui est coupé par le chemin. Là, ils ont dû remblayer là pour faire passer le sentier, parce qu'on la retrouve de l'autre côté. Et ça paraît pas être une vallée naturelle, c'est taillé à pic, comme ça en plein milieu de la pente. C'est bien sûrement eux qui y ont creusé. Alors là, tout à fait au bord de la falaise, là, presque vers la route, donc on est un peu plus loin que les fours à chaux.
Il y a une autre construction là. Juste au bord du sentier là, qui monte à Gioux. Alors là, un tout petit peu plus en amont des fours à chaud, à peu près au bout d'où ils vidaient leurs terrils, leurs déchets, il y a les restes d'une construction encore là. Alors cette construction, je ne sais pas du tout si ça servait pour la chaux ou pas. Je l'ignore. En tout cas, elle apparaît sur certains plans encore aujourd'hui là. Alors là, je me suis rendu sur la commune de Saint-Étienne-au-Clos, qui touche la commune de Merline. Donc le docteur Longy précisait que le filon de chaux se dirigeait sur Saint-Étienne-au-Clos en passant par la barricade. Donc là je suis au bord du ruisseau de la barricade. Alors normalement à cet endroit là il était mentionné sur le plan du cadastre napoléonien qu'il y avait des fours à chaux. Donc j'en ai pas trouvé de traces. Mais par contre on voit bien les traces de l'exploitation où ils ont creusé là. Ça se voit peut-être pas trop sur l'image. Mais c'est sûr qu'ils ont creusé ici. Hein. Alors là, un tout petit peu plus loin aussi, on voit qu'ils ont creusé là en face. Et ici aussi. Bon, c'est beaucoup encombré de branches. On n'y voit pas grand-chose. Alors là, de l'autre côté, côté rive gauche, il y a la route qui va de la gare de Savenne à Merline. Et de l'autre côté de la route, il y a encore une grosse échancrure qui a été creusée là, en face. Donc voilà, je me suis enfoncé un peu plus profond. Donc là, ça fait bien un sacré trou. On voit très bien la trace de l'exploitation du calcaire. Mais là, on se retrouve déjà du côté Merline. Alors dans cette échancrure, on retrouve toujours ces cailloux blancs. Donc voici les fours à chaux mentionnés sur le cadastre napoléonien de Saint-Étienne-au-Clos en 1811. Donc c'est ici. Et la barricade qui fait limite entre Merline et Saint-Étienne-au-Clos. Donc les autres fours à chaux sont plus par là. Donc c'est peut-être à peu près par ici que le filon de calcaire traverse la barricade. Puisqu'on a quand même beaucoup de cailloux blancs à cet endroit au fond. Il y en a même sur les bords là. Donc on doit être à peu près dans la zone. Donc le docteur Longy disait que le banc de calcaire traversait la barricade pour se prolonger direction Saint-Étienne-au-Clos. Mais après il n'avait pas cité les fours à chaux côté Saint-Étienne-au-Clos. Parce qu'en fait il avait travaillé que sur le canton des Gurandes. Et là quand on est sur Saint-Étienne-au-Clos on change de canton. Là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'en a pas parlé. Alors ce qui est sur le bord par contre ça a l'air d'être du terril qu'ils avaient pioché plus haut puisqu'on est juste en dessous des trous là qu'ils avaient fait et ça doit être les déchets qu'ils avaient mis là et que la barricade est en train de creuser là. Alors là j'ai traversé la barricade donc je suis en face à peu près de l'endroit présumé où les fours à chaux étaient mentionnés sur le vieux plan. Donc et derrière moi là, donc il y a l'ancien lit de la barricade qui est ici, qui passe encore dedans quand elle déborde. Donc là elle s'est déplacée. Et juste de l'autre côté là du lit de la barricade, il y a quand même un vestige de muraille. Donc elle est bien bâtie avec des pierres blanches, donc extraites sûrement du coin là du calcaire. Mais je suis pas sûr du tout que ça corresponde à des fours à chaux. Hein. Parce que là-haut, on a la route là qui va de la gare de Savenne à Merline. Et si ça se trouve, c'est pour tenir la terre qu'ils avaient fait ce mur là. Parce que les fours à chaux, malgré tout, étaient de l'autre côté de la barricade. Là, on est côté Merline. Là, hein. On n'est plus côté Saint-Étienne-au-Clos. Donc je pense que c'est plus un mur de soutènement qu'autre chose. C'est la barricade qui fait la limite entre les deux communes. Alors 40 à 50 mètres plus bas que l'autre muret que j'ai montré là, il y a un tout petit reste
de murets bâtis avec de la chaux. Mais vraiment c'est minime quoi. Vraiment minime. Mais là toujours pareil. On se retrouve de l'autre côté de la barricade, donc du côté Merline, encore une fois. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond ce bout de construction. Donc là, voici les fours à chaux de Savenne, donc de l'autre côté du Chavanon, juste en face de la gare de Savenne. 4 fours à chaux qui ont l'air beaucoup plus anciens que ceux de Joux. Alors apparemment, ils auraient été faits en 2 fois, puisque on voit une jointure là dans le mur entre ces 2 et les autres 2 de l'autre côté. Donc ils sont juste au bord de la route qui va de Merline à Savenne, là, juste en face du pont du Chavanon. Alors je suis monté en haut des fours. Donc voilà un four à chaux de Savenne vu d'en haut. Ça fait un gros puits qui se rétrécit vers le bas. En voilà un autre qui est en train de s'écrouler. Du côté Savenne, on a aussi les vestiges, là où ils creusaient la matière première. Ça fait des gros trous là. Un de ce côté, un autre de l'autre côté. Et il y a même des vestiges de murailles là. Donc là, je suis descendu en bas de cette muraille. Tout à l'heure, j'étais là-haut. Donc on est au fond d'un trou là. Et il y a la muraille sur le côté là qui fait un angle. C'est pas très grand. Je sais pas ce que ça pouvait être. Là, il y a un autre vestige de muraille. Toujours vers les gros trous là. Il y a un gros trou juste derrière là. Donc une toute petite enceinte de rien du tout. Là, je sais pas ce que c'était. Hein. J'en sais rien du tout. Plus haut que les anciens murs là qu'on a vus. Il y a des gros trous là. Alors là, plus en montant dans la côte, des trous énormes là. C'est vraiment hyper dangereux. Dans celui-là, là, j'ai jeté un caillou. On entend le bruit du caillou pendant 4 à 5 secondes qui descend. Donc ça doit être quand même un peu profond. Donc par ici semblerait être à peu près la fin de l'exploitation du filon, là, du côté Savenne. Avec même une petite cavité là sur le côté. Donc une cavité qui va pas loin du tout, quoi, 2 mètres, 2-3 mètres. Le docteur Longy précisait dans son livre que quand le Chavanon était bas et clair, on arrivait à deviner le filon. Mais là, c'est quand même un peu compliqué. Alors, ça serait peut-être par ici que le filon de calcaire traverserait le Chavanon, mais sous toute réserve, hein, parce qu'on trouve quand même pas mal de cailloux blancs, là, au fond de l'eau. Je sais pas, mais c'est pas très net, quoi. Je vais regarder par rapport aux positions GPS, prises de chaque côté, si ça s'aligne un peu. Alors du coup, j'ai aligné les 3 points GPS. Donc là, c'est côté Savenne où ils creusaient la matière première. Là, c'est les relevés que j'ai fait dans la rivière, dans le Chavanon. Et là, c'est où ils creusaient du côté de Joux. Donc on serait bien à peu près aligné. Donc c'est peut-être bien par ici que le filon traverse le Chavanon là. Alors voici une photo ancienne des fours à chaux, quand ils étaient encore en très bon état. Et on voit bien la grande cheminée métallique là sur le côté. Alors là je pense que c'est une autre photo des fours à chaux. Donc il y a le Chavanon au premier plan, ensuite la ligne de bord Merline, la voie ferrée, et au fond là-bas, je pense que c'est les fours à chaux.
Alors voilà la photo d'un chauffournier au travail. Alors sur ce panneau explicatif, le calcaire est décrit d'une certaine manière qui n'est pas la même que le docteur Longy avait de le décrire. Je vais vous faire passer ce qu'il avait marqué lui. Maintenant peut-être ça veut dire la même chose, hein. Je ne sais pas. Donc maintenant on va partir sur les fours à chaud de Fay, commune de Savenne, qui s'appelait aussi four à chaud de Savenne-la-Randonnière. Donc j'ai pas mis toutes les zones d'exploitation. Grosso modo, ça partait d'ici, ça montait par ici. Il y en avait une jusqu'ici et un peu ici aussi là. Donc voilà les fours à chaud de Fay sur le plan cadastral de 1823. Alors sur ce site, il y avait 2 fours à chaud apparemment. Donc celui-ci, là, le premier, qui est au bord du chemin quand on arrive. Donc il reste pas grand-chose, hein, que des traces de murs, et encore pas pour bien longtemps. Alors sur ce premier four à chaud, là, il y a encore la trace d'un four en arrondi, des briques qui sont brûlées par la chaleur. Alors sur la tranche du four, là, on voit très bien les briques, et on voit qu'elles sont bien fondues du côté intérieur. Alors à 20 ou 30 mètres du premier four et un peu sur la droite, il y a les restes d'un bâtiment, certainement, puisque c'est une enceinte rectangulaire. Alors je sais pas ce que c'était du tout, hein. Alors 15 mètres au-dessus de ce bâtiment rectangulaire, il y a une entrée de tunnel. La voilà d'un peu plus près. Alors là, plus en montant, sur la droite du premier four, il y a une grande enceinte allongée. Donc certainement les restes du grand bâtiment rouge là qu'on voit sur le plan. Mais alors ça devait bien être pour la chaux, mais quelle utilité ça avait, je ne sais pas, hein. Alors 50 à 60 mètres plus à gauche et un peu plus haut que le premier four, voici le deuxième. Donc bien malade aussi, hein. Plus beaucoup de traces, ça disparaît petit à petit. Donc voilà, on voit un reste de voûte et un reste de briques brûlées. Alors juste au-dessus du deuxième four, à 5 ou 6 mètres, il y a une autre enceinte de bâtiment rectangulaire là. En remontant un peu plus haut que le deuxième four et en allant un peu sur la gauche, il y a une espèce de cavité là dans un rocher avec un petit bout de muret de chaque côté. Donc une toute petite enceinte minuscule. Je ne sais pas du tout ce que ça pouvait être, hein. Alors ici, en remontant un peu plus, toujours sur la gauche, il y a les restes d'un ancien muret. Alors en remontant un peu plus, on arrive à une autre galerie là. Voilà l'entrée de plus près. Alors dès qu'on passe derrière le premier four là, on a tout de suite des zones d'exploitation et des terrils aussi. Ça commence direct derrière là. Alors ensuite, quand on remonte plus haut, que ce soit à gauche ou à droite, on a des exploitations à ciel ouvert, mais je n'ai pas vu de galerie ni d'autres bâtiments, hein. Alors sur la droite, l'exploitation paraît plus importante que sur la gauche. Donc voilà la zone d'exploitation à ciel ouvert côté gauche, avec des trous un peu partout.
et des terrils comme ici à côté de moi là. Alors côté droit, un fossé assez impressionnant, à ciel ouvert, avec des terrils sur les bords. C'est assez profond et plus on monte, plus ça s'élargit. Alors, est-ce qu'il y avait déjà une vallée naturelle avant ou pas? Ça, je peux pas le dire. Mais si c'était plat, ça veut dire qu'ils en ont creusé vachement, là. Hein. Alors, peut-être de par ici, on arriverait mieux à voir la largeur et la profondeur que ça fait. On voit la crête là-haut, derrière les branches. Et l'autre crête de ce côté. Donc maintenant on va aller sur le site du mât. Donc j'ai pas marqué toutes les zones d'exploitation à part celles qui étaient là. Donc ici ça partait de là à peu près jusqu'ici dans toute cette zone là. De ce côté ça faisait toute cette zone à peu près. Ensuite il y avait une zone par ici, une par ici et une autre par ici là. Voilà une carte de la zone du mât où ils ont entouré en rouge et vert les zones d'exploitation de la chaux. Donc ici c'est à peu près où il y a la grosse galerie du mât. Et on voit que de l'autre côté du ruisseau, il y avait aussi deux zones d'exploitation. Donc c'est plutôt du côté Ruère là. Donc me voilà rendu sur le site du mât, à côté d'une petite ruine. Mais ça ne peut pas être un four à chaux, c'est beaucoup trop petit. Alors ici j'ai une autre ruine, un peu plus grande que l'autre. Une enceinte rectangulaire. Une autre ruine un peu plus loin, tout à fait au bord du ruisseau. Alors four à chaux ou pas, ça je sais pas, ça pourrait très bien être un moulin vu qu'il est au bord du ruisseau. Donc voici la principale zone d'exploitation du mât, la plus importante. C'est cette falaise là, avec une grosse caverne en dessous. Sur le côté droit de la falaise, il y a même un gros tunnel là, un gros départ de galerie. Donc me voilà à l'intérieur, ça va pas loin, 15-20 mètres. Donc voilà la seule trace de four à chaux du mât que j'ai pu trouver. Il reste pas grand chose, ça va pas tarder à disparaître complètement. Donc toujours pareil, hein. En arrondi avec les briques brûlées côté intérieur. Donc là je suis à peu près à 30-40 mètres plus bas que la grosse galerie là. Donc là je traverse le petit ruisseau du mât pour aller voir la lentille de Ruère de l'autre côté. Et on retrouve bien les cailloux blancs qui sont au fond de l'eau là. Donc voilà, après être traversé le ruisseau du mât, je tombe sur un tout petit filet d'eau avec un reste de passerelle en bois. Vraiment, il reste pas grand chose quoi. Donc là, quand on commence à monter, il y a une grosse échancrure là, un trou énorme qu'ils ont fait. Donc là, on doit être à peu près en face de la mine du mât de l'autre côté. C'est la même lentille sûrement qui traverse le ruisseau là. Alors assez haut dans la côte, là je suis tombé sur un bâtiment. Est-ce que c'est un four à chaux ou pas? J'en sais rien du tout. C'est petit, à peu près 4 mètres par 6. En tout cas, tout à fait à côté, il y a un gros terril. Et derrière le terril, il y a un fossé énorme et vachement long, où ils extrayaient le calcaire. Et on se trouve bien dans une configuration de four à chaux, puisqu'on a un chemin d'accès en haut et un autre chemin d'accès en bas. Alors tous les fours à chaux que j'ai vus jusque-là sont faits comme ça. Puisque par en haut, ils chargeaient la matière première et en bas, ils ressortaient la chaux, une fois cuite. C'est pareil, quand il y avait une grosse zone d'exploitation, ils faisaient cuire juste à côté, puisque ils transportaient la matière première le moins loin possible. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens à l'époque.
Donc fallait que ce soit assez proche. Alors j'y ai bien retrouvé un reste de briques et 2 cailloux où il y a de la chaux brûlée dessus. Mais je peux pas dire si c'est vraiment un four à chaux parce que ça fait peu d'indices. Alors à 15-20 mètres de ce petit bâtiment, il y a plusieurs restes de murets là. Un ici, un autre là, un autre ici, et un autre là. Donc voilà la grosse zone d'exploitation qui est 15 à 20 mètres plus haut que les ruines. Un gros fossé et assez long. Hein. Alors ici, sur le ruisseau du Mas, il devait y avoir un petit pont pour traverser entre la mine du Mas et la lentille de Ruère, puisque c'est un endroit bien resserré avec un chemin qui arrive de chaque côté. Du côté du Mas, ils l'ont même surélevé certainement pour qu'il soit hors d'inondation. Alors là, un petit peu plus en amont, toujours sur le ruisseau du Mas, un autre reste de passerelle ou de pont là, dont on voit encore quelques planches qui traversaient d'un côté à l'autre. Donc me voilà rendu sur la zone des Côtes Blanches, juste sur un petit ruisseau là. Donc on trouve des zones d'exploitation, comme ici apparemment. Ça a l'air d'en être une. Et plus haut par contre, il n'y a pas de doute, ça en est. Donc est-ce que c'est la chaux ou est-ce que c'est l'antimoine, puisqu'on n'est pas loin non plus de l'antimoine. Apparemment ça serait bien de la chaux. Vu les pierres qu'on retrouve dans le ruisseau, c'est bien certainement du calcaire là. À cet endroit-là, il y aurait même comme une cavité là-dessous. Alors est-ce que c'est une galerie? J'en sais rien. J'avais qu'un bâton de 2 mètres, il y rentre tout entier. Mais impossible de voir, il faudrait dégager. Alors ici, on aurait comme une enceinte au bord du ruisseau là. Un peu rectangulaire, mais... Pour dire si c'est un bâtiment, juste une zone d'exploitation, c'est un peu compliqué là. Apparemment, pas de traces de four à chaux. Hein. Donc plus haut, en remontant le ruisseau, une autre grosse zone d'exploitation. Là, ils ont pas mal gratté là. Alors là, je suis dans le chemin creux qui remonte depuis le bas pour aller jusqu'au plateau. Donc il serpente dans la côte, là il fait des virages serrés en épingle à cheveux comme les routes de montagne. Là on voit qu'il tourne sur la droite. Et là il repart sur la gauche en descendant. Donc vite fait pour finir cette vidéo, rien à voir avec la chaux. La mine d'Antimoine qui est entre les Bousquets et les Côtes Blanches au bord d'un petit ruisseau qui descend depuis le Fraisse. Voilà, c'est un trou. Alors là, je me trouve entre Ruère et Savenne, à 2 pas du petit ruisseau du Béal des Rosiers. Et il y a une galerie d'antimoine là aussi. Donc c'est ici que j'achève cette vidéo, qui est un peu longue évidemment. Mais il y avait quand même pas mal de choses à voir autour de ce Chavanon. Et encore, je n'ai pas parlé de la barite qu'il y avait vers le moulin de la Roche, dont j'ai fait une vidéo rien que là-dessus, à voir sur mon compte YouTube Pat19340. Merci.